qui rappelle quand même la colonisation des territoires palestiniens est en œuvre avant le 7 octobre. Mais derrière ces objectifs, qui sont effectivement louables, on voit bien que la réalité est tout autre. Votre armée a déjà tué plus de 54 000 personnes. On peut jouer sur les chiffres, d'où ils viennent. Le meilleur moyen, ça serait d'accepter en fait que des observateurs puissent se rendre sur place. Mais sans compter les centaines de milliers qui sont affamés, blessés et déplacés, parce qu'il y a bien des déplacements de population et des déplacements sans fin, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont tous des terroristes du Hamas. Quant aux otages, leurs familles dénoncent depuis des mois leur sacrifice par le gouvernement israélien. En réalité, monsieur l'ambassadeur, je vous ai écouté, mais votre version, elle ne tient plus. Encore plus, je l'ai dit, en refusant tout observateur et en faisant l'opacité totale sur ce qui se passe à Gaza. Et le voile sur vos intentions réelles s'est dissipé en réalité depuis quelques mois. Rupture du cessez-le-feu mi-mars, soutien de Benyamin Netanyahou au plan de Donald Trump, accélération des annexions des colonies en Cisjordanie, toujours évidemment en opposition totale avec le droit international. Depuis le 5 mai, le gouvernement israélien assume enfin son véritable but, la conquête de Gaza et le départ, soi-disant volontaire, de ses 2 millions d'habitants. Les franges les plus extrémistes du pouvoir ne cessent de pousser pour cette conquête de Gaza. En réalité, monsieur l'ambassadeur, ça contraste quand même beaucoup avec votre discours. Alors, monsieur l'ambassadeur, pouvez-vous donc nous confirmer, ou plutôt nous reconfirmer, mais vraiment plus clairement, que vous êtes contre la solution à 2 États défendue par la France? Alors, si tel est votre objectif, quelle perspective politique imaginez-vous qui n'implique pas justement le génocide du peuple palestinien? L'utilisation du terme génocide était, je m'excuse, mais est vraiment regrettable. Parce que, vous savez quel est le taux le taux de naissance? Natalité chez les Palestiniens? C'est 3 enfants par personne. À peu près 3. Il y a plus de Palestiniens aujourd'hui qu'il y avait le 6 octobre. Alors dire qu'il y a un génocide? Non. Alors dire qu'il y a un génocide quand la population augmente, c'est grave. Au contraire, les Palestiniens rentrent en Israël pour être traités. Vous savez que dans les hôpitaux de Jérusalem, les hôpitaux de Jérusalem traitent de la même façon les Palestiniens qui viennent de Cisjordanie qu'ils traitent les Israéliens. Alors dire qu'il y a un génocide quand Israël, justement, aide la santé palestinienne, le service de santé palestinien, aide les Palestiniens sont traités. Non, mais justement, quand les Israéliens traitent, vous savez que Sinwar lui-même a été traité dans un hôpital israélien. Yahya Sinwar lui-même a été sauvé dans un hôpital israélien. Alors si notre but était de génocider les Palestiniens, au moins on l'aurait laissé mourir, parce qu'il avait un cancer cérébral. Alors, vraiment, utiliser ce terme quand nous aidons les Palestiniens, leur service de santé, quand Israël aide le service de santé palestinien, excusez-moi, mais c'est tout à fait inacceptable. C'est vraiment ne pas regarder la réalité sur les faits comme ils le sont. Dans aucun cas, j'ai dit que je dispute le nombre de morts qu'il y a jusqu'à présent. Et c'est terrible. Cette guerre est terrible. Notre but n'était pas, justement, de causer la mort de 50 000, 54 000, vous dites 50 000 54 000, je ne discute pas, nous sommes incapables de discuter les chiffres. Nous savons exactement combien de terroristes nous avons tués, nous avons éliminés. Et ça, nous le savons. Et ce ratio, vous savez quel était le ratio, monsieur le sénateur, quand la France et les alliés ont combattu à Raqqa et combattu à Mossoul? Pour chaque terroriste qui était tué, il y avait 4 civils qui étaient tués. J'accepte le chiffre que vous donnez de 54 000. Je ne le discute pas. Je l'accepte. Mais nous savons qu'il y a 25 000 terroristes qui ont été tués, éliminés. Ça veut dire que le ratio est à peu près de 1 pour 1. Pour chaque terroriste qui est tué, il y a malheureusement, et c'est terrible, un Palestinien civil qui meurt aussi. Et je dis, pour chaque
pour chaque personne, pour chaque enfant, pour chaque civil palestinien qui est tué, chacun d'entre eux est une tragédie. Est une tragédie pour les Palestiniens, est une tragédie pour les Israéliens. Alors, faire des déclarations, parler de génocide, excusez-moi, mais est inacceptable. Quand Israël finance, non seulement finance, mais aussi, encore une fois, soigne les Palestiniens. Comment faire pour éviter? Je parlais justement de ce que fait Israël. Je parlais de comment on fait pour éviter. Je parlais exactement de ce que fait l'armée israélienne pour empêcher que les civils soient touchés. Vous parliez de déplacement. Mais je dois répondre quand même au point que vous avez présenté. Vous parlez de déplacement. Vous savez pourquoi se font ces déplacements? Parce que nous demandons à la population qui est dans un endroit où nous savons que le Hamas opère, nous les demandons de bouger pour que nous puissions opérer afin de détruire les forces du Hamas sans qu'ils ne soient touchés. Alors, vous pensez que ce serait préférable que nous opérions sans leur demander de bouger? Sans leur demander de bouger? Et encore une fois, notre but... Alors, maintenant, la grande question, est-ce qu'Israël veut faire partir 2 millions de Palestiniens de la bande de Gaza? Je dis d'une façon catégorique, et je suis filmé, donc le plan du président Trump n'a jamais été un plan israélien. C'est le plan du président Trump de faire déplacer la population palestinienne de Gaza. Ce n'est pas un plan israélien. Ce n'est pas un plan israélien. Le Premier ministre a dit d'une façon très claire, les seuls qui peuvent quitter sont ceux qui le veulent. Ceux qui veulent quitter devraient avoir le droit de quitter. Pas plus. Ni plus, ni moins. Notre but n'est pas de vider la bande de Gaza. Pas du tout. Et je répète autre chose en plus, encore une fois, c'est officiel, donc c'est une idée, je le dis d'une façon officielle. Israël n'a aucune intention d'annexer la bande de Gaza. Vous savez, le retrait de la bande de Gaza, le retrait unilatéral de la bande de Gaza en 2005 était un retrait qui était très, très douloureux pour Israël. Ça nous a déchiré intérieurement. Mais nous l'avons fait. Nous l'avons fait parce que nous voulions donner un espoir. Nous voulions donner aux Palestiniens l'espoir de créer l'opportunité de créer ce début d'État. Nous avons toutes et tous condamné le 7 octobre, mais tout n'a pas commencé le 7 octobre comme vous essayez de nous l'expliquer. Ensuite, vous dites que l'OLP a refusé tous les processus de paix. Je crois savoir que l'OLP avec Arafat, avec Rabin, avait signé pour 2 États et donc un processus de paix qui n'a pas été au bout. Tout le monde connaît l'histoire. Ensuite, vous ne dites rien sur les enfants palestiniens, les victimes palestiniennes. Ça nous étonne un peu. Et puis, vous dites que vous êtes pour un État palestinien. Or, en juillet 2024, la Knesset a voté majoritairement contre l'État palestinien et pour le rejet. Donc ma question, elle va être simple, monsieur l'ambassadeur. Considérez-vous qu'Israël est au-dessus du droit international? Et comment Israël justifie l'entrave à l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza en violation totale de ce droit international? Et quelle est votre réaction face aux enquêtes internationales, y compris celle de la Cour pénale internationale, qui évoque un possible génocide? Merci. Alors je vais clarifier, je n'ai pas dit que nous étions pour un État palestinien, j'ai dit qu'Israël a proposé à 4 différentes occasions la création de l'État palestinien. Et à ces 4 occasions, l'entité qui a rejeté cet État palestinien, c'était justement l'autorité palestinienne. Vous parliez d'Arafat et des accords d'Oslo qui avaient été signés à Washington entre Arafat et Rabin, qui était le début, ce n'était pas la création d'un État, monsieur, c'était le début d'un processus politique qui devait aboutir à la paix. C'était ce qu'on appelle la déclaration de principe. Ce n'était pas un accord de paix encore, malheureusement. Et donc, l'accord de paix qui avait abouti à cet accord de principe aurait dû être l'accord qui avait été négocié à Camp David. J'imagine que vous avez lu les déclarations qu'ont fait le président Clinton, qui lui-même dirigeait ces négociations, et qu'il a dit d'une façon très claire, et qu'il l'a répété, j'imagine que je peux le trouver ça immédiatement si vous le voulez, mais qui a dit d'une façon très claire, un État a été proposé à Arafat en juin 2000. Un État palestinien a été proposé à Arafat en juin 2000 par Barak et Clinton.
Arafat a rejeté cet État palestinien. Et le résultat de ce rejet de l'État palestinien, c'était la deuxième intifada. Alors, n'oublions pas les faits, parce que les faits sont importants. Les faits sont importants. Ensuite, notre but est de permettre aux Palestiniens, aux Gazaouis, d'avoir accès à l'assistance humanitaire sans avoir à passer par ce fléau qu'est le Hamas. Parce que le Hamas s'en fiche, excusez-moi l'expression, des Gazaouis. Ils utilisent, ils le disent d'une façon très claire, qu'ils utilisent les Gazaouis, ils utilisent le sang des Gazaouis à des fins politiques. Ils l'ont dit d'une façon très claire, ils l'ont répété il y a à peine une semaine. Un des dirigeants du Hamas a dit que pour le Hamas, plus il y avait de morts palestiniens, mieux ça serait. Alors le Hamas utilise de la façon la plus cynique, comme le font d'ailleurs certains acteurs politiques européens et en France, de la façon la plus cynique, la souffrance des Palestiniens. Ce que nous voulons faire, justement, c'est permettre aux Palestiniens, aux Gazaouis, d'avoir accès à l'assistance humanitaire sans avoir à l'acheter du Hamas. Et c'est pour ça que nous avons mis en place un mécanisme qui était difficile à faire, difficile à créer, il faut dire, qui permet de détourner, de contourner, merci, qui permet de contourner le Hamas et d'aller directement à la population palestinienne. Alors c'est vrai qu'au début, il y avait des problèmes, parce que le Hamas a combattu cela, continue de combattre. Et c'est pour ça que le Hamas a tiré sur des civils palestiniens qui allaient recevoir l'assistance humanitaire directement. Mais nous avons réussi à mettre sur pied ce mécanisme qui permet justement la distribution de l'assistance humanitaire. Votre question au sujet de la Cour, voilà, la Cour de justice internationale. D'abord, il y a la Cour de justice internationale, c'est la seule qui parle justement de la question de la possibilité du génocide. Elle ne parle pas de la possibilité d'un génocide. Ce que dit, il faut bien lire, est-ce qu'on a le texte exact? Ce que dit la juge, la présidente de la Cour de justice internationale, elle dit que il faut vérifier les plaintes. Mais elle ne parle pas, elle ne dit pas qu'il y a une possibilité de génocide. Et elle a répété ensuite, dans un interview qu'elle a donné, parce qu'elle a dit, elle a remarqué que ses propos avaient été utilisés d'une façon, disons, des fois malhonnête, par certains acteurs qui essayaient de détourner, de changer ce qu'elle avait dit. Et ce qu'elle disait de façon très claire, c'est que elle pense qu'il y a une bonne raison de vérifier les faits, pas plus, d'accord ? Dans l'ordonnance, qu'il existait un risque de préjudice irréparable pour les droits des Palestiniens à être protégés contre le génocide, mais le raccourci qui apparaît souvent, qui est fait souvent malheureusement en France aussi, à savoir qu'il existe un cas plausible de génocide, n'est pas ce que la Cour a décidé. D'accord ? Alors, il faut quand même, quand on parle de faits, il faut voir les faits comme ils ont été définis, pas comme on aimerait les dire. Ah, les eaux internationales. Merci. Il y a les eaux internationales et il y a ce qu'on appelle la zone économique internationale, la zone économique nationale. Vous connaissez ces termes ? C'est deux termes différents. Les eaux internationales sont les eaux, les eaux nationales, pardon, sont les eaux vraiment qui sont au bord des plages d'un État. Et les zones économiques sont les zones dans lesquelles un État a le droit d'opérer, qui lui appartiennent économiquement. Premièrement, cette croisière de plaisir a été arrêtée dans la zone économique nationale, qui n'est pas encore dans les zones nationales, mais dans les eaux qui sont dans lesquelles l'État a le droit d'opérer. Secondo, même si c'était dans des eaux internationales, la loi dit d'une façon très claire. Et après la flottille de 2010, oui, avec le Marmara qui était parti de la Turquie,
Il y a eu un rapport, le rapport Palmer, je vous propose de le lire, si vous voulez, je peux vous l'envoyer, de l'ONU, du secrétaire général de l'ONU, qui disait d'une façon très claire, arrêter une flottille qui va vers un endroit où il y a un blocus militaire est légal, est entièrement légal. Si vous voulez, je ferai un plaisir de vous envoyer ce rapport, qui est encore relevant, qui est encore d'actualité.